Merci de nous retrouver. Donc, pour débuter cette table ronde qui vise à mieux comprendre les solutions émergentes d'habitat, je vous invite dans un premier temps à écouter les témoignages d'habitants et de leurs familles qui ont choisi ce type d'habitat. Je suis bien ici. Je me rends compte après 4 mois ici, tout ce qui est la façon de vivre fait qu'on les réintègre dans les gestes du quotidien. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît dans la maison? Tout. Tout vous plaît? Tout me plaît, oui. Oui. Parce qu'on est très bien. Les gens sont très bien intentionnés pour vous rendre service et vous faire ce que vous voulez, C'est vrai. qu'ils fassent. Même si, moi je ne parlais que du cas de maman avec sa maladie d'Alzheimer, elle a peut-être un peu de mal à se rendre compte que tout fonctionne bien, mais nous on sait que tout va bien. Donc ça c'est extrêmement important. C'était vraiment ça, c'est le côté non anonyme, oui, en fait, de ce lieu de vie. Et même si vous nous avez bien défini, Caroline, le résident est locataire, il est chez lui, il cohabite avec d'autres personnes, chacun a son espace dans la chambre intime qui lui appartient, intime, dans lequel il peut passer beaucoup de temps s'il le souhaite, s'il se sent fatigué, s'il a besoin de plus d'intimité. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Et puis la cohabitation qui est nécessaire quand on est âgé pour être stimulé régulièrement par les repas pris en commun, les cours de gymnastique, la danse le dimanche, toutes ces choses qui sont vraiment, le fait d'être en petit comité fait que on sent que vous êtes très proche de chaque résident. Nous on est sûrs, vraiment on se le dit régulièrement, elle y trouve un confort de vie. Oui, en tout cas c'est très agréable de vous accompagner. Ah oui? Bah oui. Moi, tant mieux, si vous le dites, je suis contente. On fait des repas ensemble, on fait des activités. Oui. Ça vous plaît? Oui. Ouais. Qu'est-ce que moi je serais partie? Ça marche d'abord. Moi, il faut que je marche, sinon. Vous marchez dans le village? Non. Ici, là, je fais quelquefois des tours de jardin, vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'aime ça, j'aime la nature. Pour moi, c'est 20 sur 20 ici. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est chouette. J'aime cette maison. Même si quelquefois il faudrait tout en l'air. C'est vrai, je n'ai pas un caractère extraordinaire non plus. Mais je suis heureuse ici. Et vous, Valentine? Alors, moi, je vais dire que maman, j'aime cette maison. Je comprends que maman s'y sente bien. Moi, personnellement, je suis apaisée, mais apaisée, parce que je sais que maman est bien, heureuse. J'ai découvert des choses que je ne savais pas. Que maman danse divinement bien. C'est vrai que pour nous, ça a été une belle découverte avec nos 2 frères de voir maman danser comme ça. Ouais, moi je trouve que c'est une belle grande famille ici. Ici, elle est bien. Elle est bien. Et moi je le dis, mon frère le dit, son frère vient régulièrement la voir, elle a une amie d'enfance, Simone, qui vient la voir aussi, enfin, tout le monde dit qu'elle est bien. On sait que la maladie est là, mais elle ne régresse pas. Elle est bien, elle est heureuse. Là de retour pour cette table ronde. De façon concrète, nous avons choisi d'évoquer 2 types de dispositifs. L'un d'habitat partagé, l'autre d'accueil familial, donc qui seront présentés très rapidement, ce qui va nous permettre entre autres d'aborder et d'évoquer l'importance de l'aménagement du lieu, qu'il s'agisse des enjeux architecturaux, de l'environnement, des aspects sécuritaires et derrière des aspects de liberté, et bien sûr au-delà des aménagements de lieux de vie, du projet de vie en lui-même qui a déjà fait l'objet de des précédentes interventions. Donc, pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir 3 grands témoins, dont 2 qui ont pu se rendre disponibles sur le plateau. Donc Hélène Clary, bonjour, vous êtes directrice de les missions sociales de France Alzheimer. Bonjour. Nous avons Nathalie Grégoire qui est architecte du village landais Alzheimer. Donc vous aurez l'occasion de revenir sur le village landais, on l'a déjà évoqué. Et je crois à distance, nous avons Guillemette Leneveu qui est directrice générale de l'UNAF.
Bonjour Thierry. Bonjour Guillemette. Nous aurons aussi à distance l'un des deux porteurs de projet, hein, et c'est vous qui allez bientôt entrer en scène, donc en la présence de Florent Uri, qui est directeur du pôle qualité et hébergement du réseau 7 familles. Donc sur ce plateau, Romain Aubron, vous êtes directeur général de l'association ASAP Clarpa et Clarpa 56, et on va tout de suite débuter avec vous puisque vous allez nous présenter votre initiative, même plus qu'une initiative, c'est même un dispositif, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une démarche, un dispositif, en tout cas une offre existante, qui sont les domiciles partagés du Morbihan, et que vous allez pouvoir nous présenter. Et je crois que c'est une forme de domicile qui a plus d'une vingtaine d'années d'expérience et derrière d'existence. Donc si vous pouvez nous présenter rapidement ce en quoi effectivement ça consiste. Tout à fait, merci. Donc effectivement, le domicile partagé est un dispositif qui est né en 1992 dans le Morbihan, qui permet d'accueillir au sein d'une colocation 8 personnes âgées, malades, donc atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une forme de maladie apparentée, et qui, par le biais d'une mutualisation du temps de travail de leur assistant de vie, permet d'être accompagné 24 heures sur 24, 2 personnes la journée, 1 personne la nuit. Le colocataire, la personne malade, est placé au centre du projet d'habitat, et pour venir proposer cet accompagnement global, on va s'appuyer sur la fonction logement avec une convention d'intermédiation locative. On va également s'appuyer sur une fonction support qui va être la gestion comptable et des charges domestiques de la maison, et s'appuyer sur un service d'aide à domicile actuellement en mode mandataire pour venir répondre à ce besoin d'accompagnement 24 heures sur 24. Sans oublier bien sûr, et je vais rebondir plusieurs fois sur les propos de Jérôme Gage, pour qu'un habitat soit inclusif, il doit non seulement être inclus dans la vie de la cité, mais il doit également s'appuyer sur les professionnels médicaux et paramédicaux qui gravitent autour de cette maison. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir. Comment est né en fait le dispositif, puisque derrière vous avez une expérience de 20 ans, donc comment ça s'est passé? Alors comment est né le dispositif? Il est né par des aidants, par des aidants familiaux qui se retrouvaient dans une problématique, dans un enjeu au début des années 90 qui était qu'ils accompagnaient un proche qui donc était atteint d'une forme de maladie de désorientation, qui ne pouvait plus rester seul au domicile personnel, qui ne souhaitait pas aller en institution. Et donc ces aidants se sont rapprochés de notre association. Le CLARPA est une association qui est née en 1977 et qui a toujours eu pour objectif de trouver des solutions innovantes pour favoriser le maintien à domicile et pour lutter contre l'isolement. Voilà. Donc un travail a été mené avec le conseil départemental du Morbihan, les aidants, notre association, afin de trouver une alternative au domicile personnel et à la maison de retraite à l'époque. Un dispositif qui devait répondre à 2 besoins très importants qui étaient respecter les besoins individuels de la personne, tout en ayant un projet de vie partagée avec les 7 autres colocataires. Très bien. Alors, vous l'avez évoqué juste en partie, il y a 2 maîtres mots quand même dans votre démarche. C'est à la fois l'idée d'inclusivité, vous êtes vraiment dans un habitat inclusif, et puis une deuxième dimension qui est celle du projet partagé. Peut-être est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus derrière 2 termes qui, au passage d'ailleurs, ont besoin d'être vraisemblablement un peu démocratisés puisqu'ils ne sont pas forcément clairs pour toutes les personnes qui à la fois nous regardent et nous écoutent. Tout à fait. Aujourd'hui, l'habitat inclusif, c'est devenu un terme très à la mode. On a la loi Elan en 2018, on a tout ce qui découle aujourd'hui, tous les travaux qui découlent de cette loi Elan. Mais jusqu'en 2018, le domicile partagé était un petit peu un ovni en France et dans le département. Les 2 termes sont très importants. Dans habitat inclusif, on a la notion d'habitat
Un habitat, c'est une maison. Pour être une maison, on doit être à taille humaine. On se base vraiment sur une taille d'habitat qui ressemble à une maison familiale, tout simplement. Donc on est sur une maison de plein pied qui fait environ 200-220 mètres carrés. Et il y a inclusif. Et ce deuxième terme est très important. L'inclusion aujourd'hui des personnes vieillissantes. La Bretagne, comme plein d'autres régions en France, la Bretagne est très connue aujourd'hui pour son côté littoral, mais la Bretagne, c'est 80-90% de secteur rural. Et l'inclusion aujourd'hui, c'est pas aller construire un habitat au milieu d'un champ, c'est vraiment l'insérer dans la vie de la cité, au plus proche des commerces, pour que ces personnes restent citoyens au sein de leur commune et puissent bénéficier de tous les commerces de proximité, de tous les commerces et services de proximité. Voilà, c'est vraiment une notion très importante. On parle, et Jérôme Gage tout à l'heure parlait du projet de vie sociale et partagée, donc qui est venu découler de cette loi Elan et qui aujourd'hui, par le biais, dans un premier temps, des agences régionales de santé via le forfait habitat inclusif, dans un second temps, via l'aide à la vie partagée qui est financée par le conseil départemental, toujours via la CNSA, va nous permettre effectivement de venir, je dirais, formaliser ce qui est fait depuis des années dans ce projet de vie sociale et partagée. C'est un réel défi aujourd'hui pour notre société, ce projet de vie. Comment répondre aux besoins individuels des personnes qui ont largement évolué depuis la création du dispositif. Lorsque le domicile partagé a été créé en 1992, il avait comme définition d'être une passerelle entre l'habitat personnel et l'institution. Aujourd'hui, les besoins ont évolué. C'est pas l'étude qui a été présentée juste avant qui va me contredire. Aujourd'hui, on doit vraiment s'appuyer sur les besoins des personnes. Et aujourd'hui, la volonté des personnes vieillissantes, c'est de pouvoir, pour certaines, rester jusqu'à leur fin de vie à domicile. Et c'est là qu'intervient tout le défi de ce projet de vie sociale et partagée, puisque on doit réfléchir à comment accompagner la personne jusqu'au dernier moment de sa vie, tout en respectant aussi le fait que l'on soit dans une colocation et qu'il y ait 7 autres colocataires qui vivent dans cette maison. Et le grand défi, c'est toujours quelle est la limite entre le respect du besoin individuel de la personne et le respect d'autrui dans cette vie en colocation. Voilà. Et avec une dimension en fait un peu de lieu de transit qui était entre le domicile et l'EHPAD, mais qui est au départ et qui a très largement évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous donner juste un chiffre, ce dispositif des domiciles partagés dans le Morbihan permet d'accompagner et d'accueillir à domicile environ 400 personnes. Et aujourd'hui, c'est environ 80% de ces personnes qui terminent leur jour au domicile partagé. Très bien. Donc d'une solution transitoire, on est vraiment passé sur une solution d'accompagnement. Alors, juste une dernière question. On aura peut-être des questions du public ou des réactions de nos grands témoins, mais c'est vrai que vous avez 20 ans d'existence, 25 même, hein, puisque vous évoquez 95. Bientôt 30 ans même. Bientôt 30 ans, bientôt 30 ans. Qu'est-ce qui explique qu'en fait vous soyez d'une certaine façon plutôt en avance en termes de développement? Alors évidemment tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a une exception bretonne? Alors une exception bretonne, oui, parce que ça existe depuis 30 ans. Non, plus sérieusement, comme je l'ai dit dès le départ, comment cette solution est née? Tout d'abord, ce sont des aidants. Donc voilà, ces aidants ont eu cette démarche-là dans le Morbihan, ils auraient pu l'avoir peut-être dans un autre département français. Mais après, ces aidants aussi ont su frapper aux bonnes portes. Le conseil départemental qui a été moteur dans cette démarche et qui a osé se mouiller aussi pour réfléchir à une nouvelle solution qui s'appuyait sur l'expérience de notre association qui avait déjà 25 ans de vie à ce moment-là.
voilà, c'est un dispositif qui fonctionne, qui a fait toutes ses preuves aujourd'hui, mais qui, comme tout dispositif, a demandé aussi une expérimentation au départ. Et comme toute expérimentation, ça coûte un petit peu d'argent. Il faut pouvoir accompagner, il faut que le conseil départemental, les communes, par le biais de leur CCS, nos deux associations, puissent aussi réfléchir collectivement et non pas réfléchir par rapport à leur volonté, mais bien par rapport aux besoins des personnes qui sont accueillies. Très bien, merci beaucoup. Comme le temps file, on va devoir passer à la deuxième initiative. Donc, est-ce que Florent Uri est là? Tout à fait. Rebonjour, Rebonjour Florent. Donc vous allez nous parler de l'accueil familial des personnes malades d'Alzheimer dans le cadre de cette famille, dont vous êtes directeur du pôle qualité hébergement. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter le dispositif Cette famille? Tout à fait. Alors, Cette famille, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Le but était de créer un réseau national d'accueillants familiaux. Donc aujourd'hui, on a à peu près 5000 accueillants dans notre réseau pour à peu près 10 000 places en France. Qu'est-ce que c'est l'accueil familial pour les personnes âgées et notamment les personnes atteintes de pathologies neuroévolutives? Très simplement, un accueillant familial, c'est une personne qui est agréée par le conseil départemental, qui remplit un référentiel d'agrément. Donc c'est un vrai professionnel de l'accueil. Il va accueillir chez lui 1 à 3 personnes afin de maintenir le lien social le plus possible, maintenir et créer un suivi personnalisé par le biais du PAP, qui est le projet d'accueil personnalisé pour ces personnes accueillies. Et ce système va permettre, en plus de réaliser des économies pour les personnes qui sont accueillies, parce que le coût est 50% moins cher qu'un EHPAD. Aujourd'hui, les avantages sont assez nombreux. Ce dispositif permet de rompre l'isolement, de soulager les aidants, de préparer un accueil, parce que l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il y a plusieurs modes, on va dire, d'accueil, qui soient permanents, séquentiels ou fractionnés. Donc ça, comme l'a dit Jean Guèche tout à l'heure, ça permet vraiment de pallier la perte d'autonomie, même qu'elle soit passagère, ou d'anticiper l'avenir. Nous, notre rôle en cette famille, c'est tout simplement d'accompagner les futures personnes accueillies, de rechercher avec eux la bonne famille d'accueil et de les accompagner dans les démarches et ensuite dans la gestion. Et de l'autre côté, on a un autre volet dont on va peut-être parler un petit peu si on a un peu de temps, sur la formation, bien sûr, des accueillants familiaux qui semble indispensable pour faire face à ces pathologies neuroévolutives. Oui, justement, comment concrètement ça se passe? C'est-à-dire, juste peut-être pour décrire à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, comment ça se passe concrètement en termes d'organisation? Mais de façon brève. Hein. Oui. Concrètement, aujourd'hui, une personne qui veut être accueillant familial, très simplement, va faire une demande d'agrément. Cette demande d'agrément, elle va être accordée suite à des entretiens avec la personne, avec la famille de la personne, vu que les futures personnes accueillies seront chez l'accueillant. Et ensuite, il y a toute une démarche de formation qui se met en place préalable au premier accueil. Et ensuite, il y a de la formation continue. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le côté professionnel de l'accueil, professionnel de l'accompagnement, parce que ces accueillants familiaux sont formés et sont formés justement à ces pathologies neuroévolutives et par le biais que ce soit des petites structures, alors j'emploie le terme structure pour que ce soit assez clair pour tout le monde, c'est clairement l'avantage parce que l'accompagnement est concrètement marqué par exemple dans le projet d'accueil personnalisé et en plus de ça on est vraiment sur quelque chose à taille humaine, à taille familiale puisqu'on peut avoir maximum 3 personnes accueillies. Donc on rejoint vraiment une personnalisation très forte de l'accompagnement. Très bien. Et juste peut-être comment non, mais pourquoi est-ce que les personnes font appel à vous? C'est-à-dire finalement, c'est quoi le levier qui fait que vous allez les convaincre? Et parallèlement, est-ce qu'il y a des réticences? Ce qui pourrait d'ailleurs peut-être expliquer ce que disait tout à l'heure Jérôme Gage, à savoir que finalement c'est une offre qui n'a pas encore complètement décollé. Et je pense par exemple à la question de le transfert de responsabilité d'une famille qui est celle de la personne qui vit avec la maladie à une autre famille
Est-ce que ça se passe facilement? Comment est-ce que finalement vous constatez, qu'est-ce que vous constatez au quotidien? Concrètement, pourquoi les personnes font appel à nous? Déjà pour la qualité et le réseau qu'on a et cette qualité d'accompagnement dans la mise en relation et dans le suivi une fois que l'accueil est fait. Mais pourquoi les personnes font appel à nous? Tout simplement pour une question de choix. On en a parlé tout à l'heure, la liberté de choix individuelle. Très clairement, nous, on a mené une étude et je serais ravi de vous la partager plus tard. Les personnes qui sont accueillies dans notre réseau font ce choix à 59% pour la vie en famille. Donc ça, c'est assez important. Ils font appel à nous pour soit retrouver rompre l'isolement et retrouver ce lien, mais ils le font pour la vie en famille. 30% pour le refus de la collectivité. Donc ça aussi, c'est un chiffre intéressant. Et enfin, 6% pour des raisons économiques. Encore une fois, les réticences sur le papier peuvent être justement cette difficulté pour les aidants à faire le transfert et à faire le deuil de se dire, bon, bah, en fait, je place, j'accompagne mes proches dans une autre famille. Oui, nous, on est là aussi justement dans cette période de transition pour accompagner au mieux l'ensemble des parties. Par contre, bien sûr que c'est une famille et que c'est une vie familiale, mais c'est avant tout un professionnel de l'accueil. Donc c'est ce qui change beaucoup les choses. Un petit chiffre comme ça, sur rompre l'isolement et sur le fait d'avoir du lien social, l'avantage de l'accueil familial, c'est que par exemple, 41% des accueillants ont encore des enfants à la maison. Et on connaît tous le pouvoir des enfants sur les pathologies neuroévolutives. Ça fonctionne vraiment très bien et ce lien social est créé au quotidien. Très bien. Et juste peut-être en quelques minutes ou même en quelques secondes, quels enseignements finalement vous retirez de cette expérience et du dispositif et je crois qu'en fait vous êtes en train de développer d'autres types d'offres. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Les enseignements qu'on tire, c'est qu'en fait, l'avantage je reviens sur le terme structure, mais des petites structures avec peu de personnes présentes permet d'avoir une relation tripartie, ce fameux triangle d'or entre la personne qui est accompagnée, là ici l'accueillant familial et les proches, fait que ce triangle fonctionne parce que les parties se connaissent et ne sont pas distantes. Ça, c'est vraiment important. L'autre enseignement qui est primordial pour nous, c'est le fait que l'offre soit souple. Et en fait, le fait d'avoir le choix entre du temporaire, du permanent ou du séquentiel fait qu'on peut respecter le choix de la personne complètement et on peut mettre en place un accueil temporaire pour arriver à un accueil permanent si c'est nécessaire. Cette souplesse n'est possible, à mon avis, que dans les petites structures. Afin de garder ces avantages et de pouvoir le développer partout en France, nous, c'est sûr qu'on pense à d'autres modèles, on pense sur l'habitat partagé, on pense à apporter plein de solutions alternatives. Chaque idée est bien sûr étudiée. En soi, pour l'accueil familial, l'avenir me semble radieux parce qu'il y a énormément de choses à faire sur la professionnalisation encore et sur les offres de formation pour couvrir le plus grand nombre de besoins. Je suis moi-même formateur et je vois des demandes émerger du terrain sur les pathologies neuroévolutives, donc c'est très intéressant. Et je vais finir juste en rebondissant sur ce qu'a dit Jérôme Gage, sur le fait que l'accueillant familial, donc cette solution d'hébergement local, doit aussi avoir un lien avec l'EHPAD local, avec le cabinet médical, avec toutes ces offres de santé, ce qui permettrait en effet d'avoir un maillage. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est presque à 5000 accueillants partout en France, donc le maillage est très fort. Si on arrive à créer des liens à long terme avec toutes les structures locales, je pense qu'on peut avoir un accompagnement efficient. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons... Merci. Maintenant, moi, je vais me tourner vers le Collège des témoins, donc, qui est représenté de façon féminine, à 100% féminin d'ailleurs. Je n'avais même pas imaginé ça.
Hélène Clary, vous êtes directrice des missions sociales de France Alzheimer. Donc vous avez écouté, j'imagine pas découvert, puisque vous les connaissiez, hein, ça serait faire injure que de penser que vous les découvrez. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur ces solutions d'habitat? Alors il y a plusieurs choses qui ont été dites, il y a notamment la dimension, ce que vous évoquiez, Arnaud, sur le lieu de transit de l'EHPAD, entre le domicile et l'EHPAD, cette dimension-là. Peut-être quel regard vous portez sur ces solutions d'habitat? J'aime pas le terme de lieu de transit. Cependant, nous avons donc un regard, c'est un regard positif, un regard effectivement très intéressant, puisque ça permet aux personnes malades de rester actrices de leur vie. D'être dans un habitat, alors Jérôme Gage l'a très bien dit, une nouvelle forme de chez soi, dans un cadre qui est rassurant, à taille humaine, en permettant aussi, en laissant la possibilité aux aidants d'être pleinement acteurs et investis dans la prise en soin des personnes qui sont accueillies. Cependant, l'entrée en institution, malgré tout, peut être une option. Donc il faut laisser aussi le libre choix à la personne. Pour ce qui concerne les habitats partagés du Morbihan, donc il y a cette possibilité pour les personnes de pouvoir rester effectivement jusqu'au bout. Et je trouve que c'est important, et c'est pour ça que j'aime pas le terme de transit. Oui. Il y a déjà le deuil de son domicile pour ensuite avoir un nouvel habitat. Et cette possibilité de pouvoir rester dans son nouveau chez-soi, dans un environnement à taille humaine et d'y rester jusqu'au bout, c'est une belle évolution. Après, alors, un tiers des Français, l'enquête IFOP l'a montré, pense que quand on a une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, la seule solution qui existe, c'est l'institution. Donc c'est très bien de porter à leur connaissance ces différentes formes d'habitat. Après, il est vrai qu'il va être nécessaire d'accompagner ces institutions aujourd'hui, puisqu'il y aura de plus en plus de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Avec l'idée de préparer en fait un peu les esprits. Absolument, ouais. Tout à fait. Et alors là, vous évoquiez les domiciles partagés, peut-être sur l'accueil familial. Comment est-ce que vous voyez ce genre d'initiative? Je trouve que c'est une excellente initiative aussi. Alors pour le coup, on est sur 1 à 3 personnes accueillies, avec cette vraie volonté d'un projet d'accompagnement personnalisé. Une formation, donc je suis ravie d'apprendre qu'effectivement il y a une formation avant d'être accueillant familial, qu'il puisse également y avoir une formation continue tout au long de l'accompagnement, qui permet aux accueillants de s'adapter, de comprendre la maladie et les différents stades par lesquels vont passer les personnes malades, et tout en permettant toujours donc aux aidants d'être pleinement acteurs. Après, donc, je voudrais revenir également sur la situation particulière des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer et d'une maladie apparentée, qui vont au-delà du vieillissement. Donc ça passe également par une reconnaissance du handicap cognitif pour les personnes malades et un décloisonnement entre le handicap et la dépendance. Et donc une neutralisation de la barrière de l'âge. Voilà. Ce qu'on appelle les jeunes malades. Non, les malades jeunes. Oui, absolument. Donc c'est aussi prendre en compte les particularités de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. On voit que notamment dans les milieux ruraux, il y a une crainte liée à la perte d'autonomie, notamment pour la partie financière, mais qui également se retrouve dans les classes
plus aisée. Donc c'est aussi permettre l'accessibilité financière à ces dispositifs. Et puis donc nous pensons en repensant le système de compensation financière qui n'est plus adapté aujourd'hui. Très bien. Il y a aussi une autre question, je crois, qui est chère à France Alzheimer, qui est la question de la conjugalité, qu'on a finalement assez peu abordée dans les deux initiatives. Non pas qu'elle n'existe pas, mais c'est qu'on n'a pas posé la question. C'est le fait qu'on puisse aussi être en capacité à accueillir des couples. Tout à fait. Il y a quelques initiatives qui existent aujourd'hui. Donc effectivement, pouvoir accompagner son proche malade dans un habitat individuel, mais avec des lieux de vie malgré tout communs qui permettent de tisser des liens sociaux et de ne pas rester isolé. Voilà. Se pose par contre ensuite la question, donc au décès d'un des deux conjoints, est-ce que cette fois encore il y a un déménagement imposé, j'ai envie de dire, puisque là on est vraiment sur un habitat qui accueille un couple, hein, donc ce qui implique le deuil de son domicile, encore une fois. Voilà, donc je pense qu'il y a sur ce sujet-là encore beaucoup à faire. Il y a des réflexions, engagées. Un autre sujet peut-être pour conclure, qui est quand même celui, vous avez d'ailleurs débuté avec ce sujet, qui est celui des aidants. Bon, on voit bien qu'on est dans des dispositifs, des initiatives, des solutions qui mobilisent assez fortement la famille. Et on va le voir d'ailleurs tout au long de la matinée. Comment est-ce que vous voyez les choses chez France Alzheimer? Comment est-ce qu'on peut mieux soutenir peut-être ces familles, ou quelle place on peut leur donner dans ce genre de solutions d'habitat? Alors souvent les familles restent chez elles et s'épuisent. Voilà, les aidants s'épuisent bien souvent, donc ça demande également un accompagnement. C'est vrai que les personnes n'ont pas envie de quitter leur habitat, donc c'est aussi passer par la formation des professionnels, hein, soutenir les professionnels du domicile, hein, pour favoriser cet accompagnement. Après, c'est également leur permettre d'être acteurs aussi du projet d'accompagnement personnalisé, effectivement, de pouvoir les inciter, favoriser, leur faire connaître les différentes formes d'habitat qui existent. Et puis, donc, pour citer le témoignage d'une personne, d'une fille, d'une personne malade, donc elle explique être passée du statut d'aidant et de reprendre son statut de fille, hein, de sa maman, ce qui a été un vrai soulagement et qui change les rôles. Très bien, merci beaucoup. On va peut-être passer à Guillemette Leneveu qui, j'espère, est encore là. Tout à fait, absolument. Non, le j'espère porté sur la technique, hein, pas sur le fait que vous soyez parti entre-temps. Vous êtes directrice générale de l'UNAF. On vient juste, on évoquait la question des proches en fait. Et la question qui me vient, c'est que vous avez développé des initiatives qui finalement résonnent un peu avec celles qui ont été présentées, et qui est notamment le dispositif de famille gouvernante, qui a été mis en place par l'UNAF et qui est possiblement inspirant et qui mobilise aussi les familles. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler dans cette perspective-là? Oui, tout à fait. Donc nous avons mis en place ce dispositif famille gouvernante. En fait, il y a une trentaine d'années. Vous voyez, j'écoutais tout à l'heure les témoignages du Morbihan. C'est un petit peu la même chose aussi. Dans les années 90, en fait, ce sont des initiatives du terrain qui sont arrivées. Ça n'a pas été décrété. Et en l'occurrence, nous, c'était pas en Bretagne, mais c'était dans la Marne qu'une initiative a été mise en œuvre. Et vous voyez le chemin parcouru, c'est que 30 ans après, nous avons à peu près une quarantaine d'UDAF, donc 40 départements qui ont mis en œuvre ce dispositif. Donc, ce qui représente à peu près 300 logements et 700 habitants. Alors très rapidement, cette formule donc famille gouvernante propose une solution d'habitat partagé
Alors, pour des personnes en situation de handicap psychique, mais aussi pour des personnes handicapées vieillissantes. Et parmi elles, d'ailleurs, des personnes qui peuvent souffrir de troubles cognitifs, qui peuvent même être atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc, concrètement, eh bien, ces personnes vont se regrouper. Donc, on a des petites unités, en quelque sorte, de 2 à 6 locataires et qui vont vivre ensemble. Elles vont vraiment vivre chez elles dans une colocation ou dans un habitat regroupé. Et donc, nos habitants de familles gouvernantes, ils disposent d'espaces privatifs qui permettent à chacun de pouvoir préserver son intimité, et puis aussi des espaces de vie communs. Et puis, ils sont accompagnés dans leur vie quotidienne par des professionnels, à la fois pour les soutenir dans leur projet de vie sociale et partagé, mais aussi évidemment pour veiller à leur bien-être individuel. Très bien. Peut-être juste la chose de notre point de vue la plus importante, c'est que les habitants trouvent là le moyen de rompre leur isolement. Ils peuvent ainsi recréer des liens sociaux, des liens d'entraide. Ils ne se sont pas forcément choisis d'ailleurs au départ. Ils se sentent soutenus dans leur souhait d'autonomie. On les encourage aussi à participer à une vie sociale. Donc tout l'objectif finalement de ce dispositif, c'est d'améliorer leur bien-être individuel et de fluidifier aussi leur parcours de soins. Et ça peut donc, une fois de plus, concerner aussi des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Oui, avec des symptômes et des particularités finalement assez similaires. Et ce qui mobilise aussi, de similarité, c'est que ça mobilise pas mal les familles. Je crois que vous venez de réaliser, les familles ou les proches, et vous venez de réaliser au niveau de l'UNAF une étude sur le sujet, c'est-à-dire sur les proches et l'habitat. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler rapidement? Alors, c'est vrai que le mot famille, évidemment, pour l'Union nationale des associations familiales, c'est évidemment un sujet qui nous tient à cœur. On ne gère pas simplement des structures, mais on a toujours ce souci d'appréhender la situation spécifique des familles. Et on sait très bien dans le quotidien, lorsqu'on est dans une famille et qu'on a un proche qui est confronté à une question de perte d'autonomie, évidemment, les rôles sont complètement chamboulés au sein de la famille, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement un enfant d'un proche qui a perdu son autonomie, on n'est pas simplement un conjoint, mais on devient ce qu'on appelle, je trouve un peu un terme un peu barbare d'ailleurs, aidant familial. Et donc finalement pour cet aidant, la question du lieu de vie de la personne qu'elle aide peut susciter des craintes, des grandes difficultés. Et en quelque sorte, les personnes ont l'impression d'avoir à arbitrer des choix un peu cornéliens, c'est-à-dire à la fois de rechercher des solutions de sécurité et puis en même temps de rechercher aussi le bien-être et le maintien de la liberté de ce membre de leur famille. Et donc, les proches, ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que cette personne qui est en perte d'autonomie va être bien prise en charge, que ses choix soient autant que possible et au maximum respectés, et peut-être qu'elle soit tout simplement bien dans son nouvel environnement. Et puis juste quand même aussi un mot, c'est qu'on a bien vu avec la crise sanitaire combien la question du maintien des liens, évidemment, était important au sein des familles. Et donc pour comprendre finalement toutes ces questions liées au logement, à les difficultés de logement, et puis peut-être un peu de représentation des familles sur ce qu'on appelle l'habitat inclusif, on a effectivement fait une petite enquête au mois d'octobre et qui s'adressait aux aidants familiaux. Alors on a eu quand même plus de 200 répondants, pourtant sur une période d'ailleurs assez courte. Et parmi ces 200, même 220 répondants pour être précis, nous avons eu 55 personnes qui se sont déclarées comme étant des aidants qui accompagnent un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. On en a un tiers, d'ailleurs, les 3/4 d'entre eux qui accompagnent un proche de plus de 75 ans. Et bien souvent, il s'agit de leurs parents ou un peu moins, d'ailleurs, dans une moindre proportion, de leurs conjoints ou de leurs partenaires. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les réponses qu'ils ont apportées, la majorité des aidants estiment qu'une solution d'habitat inclusif est ou pourrait être adaptée pour leurs proches. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce point de vue est partagé par l'intégralité des aidants de proches qui habitent déjà dans un habitat inclusif. Donc on peut dire que vraiment le taux de retour, il est vraiment très, très positif. Alors, quand on rentre un peu plus dans le détail, on a donc demandé aux aidants, mais quels sont pour vous les principaux atouts? Alors, ce qui ressort principalement, premièrement, c'est
ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est la rupture de l'isolement. C'est le fait de pouvoir recréer des liens sociaux, notamment avec ses colocataires. Donc ça, c'est vraiment en très grande majorité le premier atout qui ressort. Le second, c'est le fait de trouver un encadrement qui soit rassurant. Et dans les réponses des questionnaires, on voyait certains termes, on nous a parlé de logement sécurisé, de logement chaleureux, stimulant, ouvert à la famille. Ça, ce sont vraiment des thèmes très très importants pour les membres de la famille. Et puis troisième atout qui ressort avec force, c'est aussi une solution de répit pour les aidants. On évoquait juste précédemment le fait qu'il puisse y avoir des professionnels et aussi de l'entraide entre les locataires, c'est vraiment un atout qui ressort. Alors en même temps, tout n'est pas parfait non plus. Nous avons aussi des aidants qui nous disent qu'ils rencontrent des difficultés à se projeter. Alors, parmi ceux qui n'ont pas encore, je dirais, goûté à l'habitat inclusif, et évidemment, ils se posent beaucoup de questions de savoir si c'est vraiment une solution qui va correspondre à la situation de leurs proches. Donc, sans doute par manque d'informations sur ces solutions qui sont encore un peu connues dans le paysage. Peut-être aussi des craintes qui sont liées au coût. Des interrogations sur le coût du logement, peut-être aussi le fait de s'interroger sur la place que l'aidant lui-même va pouvoir trouver dans ce nouvel environnement, et puis toujours cette question aussi d'une interrogation sur l'intimité qui sera plus ou moins préservée. Juste peut-être un mot, vous posiez la question sur la question de la conjugalité, ça c'est vrai, sur la question du couple, et pour nous c'est vraiment un axe de réflexion, de se dire comment intégrer des couples dans les projets d'habitat inclusif, est-ce qu'à chaque fois le projet a été pensé en ce sens, et que se passera-t-il pour l'aidant si le conjoint vient à décéder? Donc c'est pour nous vraiment une question, c'est vrai, très importante et qui doit être encore réfléchie. Oui. Donc voilà, si vous voulez, globalement, ce qui ressort en tout cas le plus dans notre enquête, c'est un besoin d'être informé, d'être accompagné, parce que c'est vrai que ça reste encore peu connu du grand public. Et avec, puisque l'heure tourne, avec aussi derrière l'idée que les meilleurs ambassadeurs finalement sont les familles qui ont déjà choisi ce type d'habitat. Ce que vous dites, c'est-à-dire que plus on a choisi ce type d'habitat, plus en tant qu'aidant, on est dans une position positive par rapport à l'habitat. Oui, tout à fait. Non, absolument. Il y a une question, on va dire, de connaissance, d'image. Alors, il y a quand même aussi d'autres freins, Thierry, qui existent quand même dans le développement de ce type de formule. Déjà, nous, on voit qu'on a quand même parfois des difficultés à développer de l'habitat partagé pour les personnes âgées. On le fait pour les personnes qui sont atteintes d'handicap psychique. On a parfois plus de mal pour des personnes âgées parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a quand même des questions aussi financières. Tout à l'heure, il était évoqué la nouvelle, plusieurs l'ont repris, la nouvelle aide à la vie partagée, ce qu'on appelle l'AVP, l'État va être amené à développer en partenariat avec les départements. Et c'est vrai que c'est crucial. Il faut pouvoir trouver un modèle économique qui soit viable. On a souvent encore des solutions un peu économiques de montage qui ressortent un peu du bricolage. Par exemple, nous avons besoin éventuellement de pouvoir mettre en commun des prestations en fait, que perçoivent les personnes, que ce soit la PCH ou l'APA. Et on a, de ce point de vue-là, des pratiques différentes de conseils départementaux. Donc en fait, en gros, ce sont quand même des projets qui sont longs à monter. Voilà. Et malheureusement, certains d'ailleurs n'arrivent pas à leur terme. Mais en tout cas, pour répondre effectivement à votre question, bien sûr, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Ça ne peut être que je trouve que voilà, cet habitat inclusif, il suscite beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme. Les réponses sont vraiment très, très, très positives. Et donc, il y a encore des efforts à faire en termes de communication. Et je voudrais remercier aussi la Fondation Médéric Alzheimer d'avoir mis ce sujet en exergue, parce qu'il faut mieux le faire connaître pour mieux le faire partager. Très bien, merci. Merci beaucoup. On va tout de suite passer à notre troisième témoin. Donc, qui est architecte, qui est Nathalie Grégoire. Vous êtes donc architecte de l'endroit où nous nous trouvons, qui est le village landais Alzheimer. Vous n'êtes pas toute seule, bien sûr. Les deux initiatives qu'on a présentées, les échanges qu'on a eus en fait depuis le début de la matinée, mettent en avant l'importance du chez-soi
cette notion qui est finalement à la fois précise et vague, hein, qui est de se sentir comme à la maison, ce que chacun appréciera d'ailleurs à sa façon, hein, c'est une valeur extrêmement relative, et qui, je crois, a été le fil rouge ou le fil conducteur de l'intention architecturale du village. Oui, c'est vrai qu'on a... Dès le démarrage du projet, voilà, l'idée c'était vraiment, on a un établissement, on a 120 personnes accueillies, mais dans des maisons. Donc on retrouve ces unités de 7-8 personnes qu'on a donc une unité familiale et voilà, la maison, pas trop de collectifs. Et l'idée, ça a été vraiment de se retrouver comme à la maison, d'avoir un environnement familier. Donc on retrouve aussi la notion de famille et un environnement dans lequel l'habitant, le villageois, comme on l'appelle ici, pourrait se sentir comme chez lui et pas dépaysé. Donc ici, on est dans les Landes aussi. Donc voilà, dès le départ, c'était un village landais qu'on voulait faire pour que les personnes accueillies puissent retrouver un environnement familier, une architecture qu'ils aient toujours connue. Donc on est resté sur des éléments architecturaux qu'on connaît dans la région, des maisons qui sont assez simples, des quartiers. Enfin voilà, c'est vrai que c'est la... Qui sont ancrés sur le territoire en fait. Hein. On a les codes du territoire. Exactement. Et on n'aurait peut-être pas construit la même chose si on l'avait fait... Non, ça c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est un modèle qui peut être tout à fait reproduit ailleurs, mais qui devra s'intégrer à son environnement. On le voit avec le village qui a été pris un peu comme modèle ici, qui est celui de Jouec. Qui est dans un contexte très urbain et qui n'a pas du tout la même forme. Le concept est le même. On retrouve des petites maisons avec des unités où on a 7 à 8 habitants avec chacun leur chambre, leur espace privatif et des espaces communs. Mais voilà, la forme architecturale est tout à fait différente. Ici, on a de la place. On est dans un environnement rural où voilà, des grandes fermes landaises, des grands espaces plats. Et donc ici, on a ce terrain-là où on a pu s'étaler et du coup créer des parcs, des cheminements et recréer un peu un environnement. Et avec des astuces spécifiques à la maladie d'Alzheimer, mais qui finalement, de votre point de vue, pourraient peut-être se présenter comme des formules universelles pour tous. Oui, disons que oui, on a travaillé, voilà, on avait un ergonome dans l'équipe qui connaissait bien la maladie d'Alzheimer, puis on a travaillé tout au long du projet avec différents intervenants pour essayer de s'adapter au mieux. Et c'est vrai que finalement, toutes les solutions qu'on a mises en place, alors c'est faciliter les déplacements, alors il y a toujours le point de vue de la personne accueillie et aussi du personnel, faciliter aussi la surveillance, la sécurité, enfin, il y a tout un tas de paramètres qui ont été pris en compte. Et c'est vrai que finalement, tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place permettent d'avoir des logements qui sont le plus adaptés possible aux personnes accueillies, mais qui conviennent aussi à tout le monde et qui créent un environnement, je dirais, chaleureux pour la personne accueillie, pour les aidants, pour les visiteurs. Pas pour les aidants, pardon, pour le personnel, pour les visiteurs, et que du coup tout cela participe à avoir un cadre de vie agréable pour tout le monde. Et voilà, c'est un peu l'objectif aussi. C'est l'objectif avec un objectif d'inclusion, c'est-à-dire que ça a été pensé inclusif. Oui, alors le positionnement, le site choisi, alors ça moi j'y suis pas pour grand-chose, mais en amont de mon travail, il y a eu un travail aussi sur le positionnement de ce projet et sa connexion à la ville. Et donc oui, là l'idée c'est d'avoir vraiment des équipements. Le village apporte des équipements supplémentaires qui profitent aux villageois, mais qui profitent aussi aux habitants donc là de Dax, aux alentours. Donc on a la médiathèque, qui est gérée par la médiathèque départementale des Landes, donc qui est ouverte sur l'extérieur. Alors malheureusement, l'établissement est ouvert en plein démarrage de crise sanitaire, donc tout n'a pas pu encore être mis en place. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un échange, que voilà, on a une place de village autour de laquelle on a cette médiathèque, un restaurant, un salon de coiffure, cet auditorium où on est rassemblés aujourd'hui. L'idée, c'est que tous ces équipements, les personnes extérieures puissent y entrer et que du coup les villageois puissent également venir dans ces espaces et qu'il y ait un mélange, un partage et qu'il y ait de la vie finalement dans ce c'est quasiment un quartier en fait. C'est ça, c'est un nouveau quartier dans la ville de Dax. Voilà. Même si on est un peu excentré, c'est un nouveau quartier. Du coup, voilà, on apporte un équipement supplémentaire, un auditorium, une médiathèque, le salon de coiffure, le restaurant, qui sont des équipements qui n'existaient pas forcément dans cette zone
et qui, voilà, du coup, c'est un moyen d'attirer du monde ici et qu'il y ait des échanges. Très bien. Juste une dernière question, parce que je retourne, je m'aperçois que nous avons quelques questions qui vont s'adresser peut-être aux uns et aux autres. Juste, ici, vous avez dû faire des arbitrages. On en a parlé dans le projet de vie, entre d'un côté la liberté qu'on va laisser à l'ensemble des résidents et les nécessaires besoins de sécurité. Donc comment est-ce que ça se traduit de façon extrêmement simple et concrète? Alors disons qu'ici, oui, effectivement, l'idée c'était de donner un sentiment de liberté le plus grand possible. On a un site où on a la chance d'avoir un espace qui était boisé avec des petites mares, donc un espace naturel, un peu comme un parc qui était existant et qu'on a conservé dans le projet, et autour duquel on a créé les cheminements. Et finalement, on est venu implanter le bâti autour de ce parc. Et l'idée c'était de ne pas rendre les clôtures visibles. Il y a évidemment, le site est entièrement clôturé sur ses périphéries extérieures, mais l'espace auquel les villageois ont accès est fermé par le bâtiment pour qu'il n'ait pas cette sensation de voir une clôture et de ne pas pouvoir y aller. Voilà, il y a des cheminements qui ne font que qui s'entrelacent et qui reviennent toujours, qui traversent les quartiers, qui reviennent à la place du village. Et voilà, on a à aucun moment l'impression de se dire là je peux pas y aller, pourquoi je peux pas y aller. Voilà, l'idée c'est de fermer par les bâtiments sans montrer une clôture fermée, voilà, et de se dire finalement je peux aller partout, tous les chemins je peux y aller. Et voilà, il y a très peu d'espace où on a utilisé des petites astuces avec des matériaux, de la végétation pour cacher les endroits qui pouvaient être fermés. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai des questions qui arrivent, il me reste absolument 1 minute, donc il va falloir faire preuve d'un art de la synthèse. Juste, il y a des questions qui touchent à l'accueil familial, donc je vais vous les livrer rapidement en bloc, mais c'est des questions qui touchent à tout ce qui est que se passe-t-il quand les accueillants prennent des congés? Donc ça c'est une question pour Florent. Que se passe-t-il quand les accueillants prennent des congés? Est-ce qu'on assure le suivi des familles d'accueil? Donc c'est derrière ce suivi-là. Et la deuxième s'adresse plus spécifiquement au Morbihan, cette fois-ci, donc Romain, que j'ai tout à l'heure baptisé Arnaud, mais donc c'est bien Romain. C'est pas mal aussi. Ce qui est pas mal aussi, finalement. Dans le Morbihan, quel est le montage immobilier, bailleurs sociaux, aide des municipalités? Donc si vous pouvez prendre 30 secondes peut-être chacun pour répondre, donc peut-être Romain. Quel est le montage? Effectivement, actuellement, on est sur le CCAS en fait qui met un terrain à disposition et le bailleur social va construire un habitat, donc correspondant à un cahier des charges bien spécifique, qu'il va louer en totalité au CCAS de la commune et qui, par le biais d'une convention d'intermédiation locative, va permettre de sous-louer au 8e le loyer du logement. D'accord. Très bien. Très simplement. Très simplement. Très bien. Peut-être Florent? Oui, tout à fait. Alors, j'ai bien noté votre question sur les accueillants familiaux lorsqu'il y a des congés. Tout simplement, les accueillants familiaux, pour l'agrément, ont obligation de désigner des remplaçants. Donc, très simplement, leur pool de remplacement est déjà compris dans l'agrément. Donc, il n'y a aucun souci pour les remplacements. Au niveau du suivi, le suivi qualité il est assuré par le conseil départemental et tout simplement, il y a des visites surprises, des visites programmées, des appels aux aidants afin de savoir comment se passe l'accueil. Voilà pour les deux questions. Et je voulais juste apporter une petite précision sur la conjugalité dont vous avez parlé tout à l'heure. En accueil familial, bien sûr, l'accueil des couples est autorisé et conseillé. Et c'est même prévu dans l'agrément, car il y a une possibilité d'extension jusqu'à 4 personnes accueillies lorsque la dernière personne accueillie est en couple et souhaiterait s'installer en couple. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie. Alors voilà, mais 30 secondes, vraiment. Oui, non, juste une toute petite ouverture pour conclure sur cette table ronde, qui est que aujourd'hui on voit plein de solutions pour les personnes qui sont avancées dans l'âge avec la maladie. Aujourd'hui, il est important et au niveau du Morbihan, on y travaille, mais on espère plus largement qu'à l'échelle du Morbihan sur des solutions d'habitat qui puissent répondre aux besoins des jeunes malades d'Alzheimer et des très jeunes
jeunes malades, voilà, également. Et juste une petite note pour conclure, mais un grand défi du moment, qui est que pour pouvoir mener tous ces beaux projets à bien, il est important que toutes nos instances aussi prennent conscience de la nécessité de la revalorisation des métiers de l'aide à domicile, puisque tous ces beaux projets d'accompagnement sont possibles à condition aussi qu'on ait les personnes qu'il faut pour accompagner au quotidien 24 heures sur 24 tous nos malades. De la Tout à fait. Qu'on va, je crois, aussi aborder, j'en suis même sûr, dans les autres temps. C'est très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier.